Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est Rawane Diop, pour la deuxième fois d'ailleurs, parce qu'il avait publié un autre ouvrage, L'Afrique dans la mondialisation, une braderie sans fin. Aujourd'hui, M. Diop vient avec cet ouvrage, Une monarchie au cœur de la République, l'infirmité rédhibitoire de l'État sénégalais. M. Diop, merci encore une fois de plus d'avoir eu l'élégance d'accepter notre invitation. Merci Monsieur Sadir, c'est toujours un honneur et un immense plaisir de répondre bien sûr à votre invitation, parce qu'il y a toujours matière à réflexion. Je crois que ici, le débat d'aujourd'hui, tout comme les précédents, confirmera effectivement cette envie, cette recherche bien sûr de la vérité. Et c'est dans ce sillage-là que nous nous situons pour faire de ce pays un pays rayonnant dans l'échiquier mondial. Merci beaucoup, M. Diop. Alors, avant même que l'on entre dans le fond, je vais d'abord commenter par une question un peu d'actualité. Si vous deviez réécrire cet ouvrage aujourd'hui même, la question du pétrole figurerait bien sûr dans cet ouvrage. La question du pétrole, je crois que ça c'est un problème qui ne laisse personne indifférent, qu'on soit politique ou non. Exact, c'est un problème citoyen. C'est un problème citoyen, l'enjeu est national et transcende même les différences ethniques, sociales, les questions de citoyenneté. Je crois que c'est les Africains même, dans leur immense majorité, se sentent plus que trahis. En effet. Je crois de l'appréciation, il faut voir les presses au niveau des continents, comment ça réagit de partout. Je n'ai jamais pu comprendre qu'il s'agit simplement d'un petit gitan, un vendeur de poules qui s'est introduit dans notre basse-cour. Exact. Et qui a eu bien sûr l'audace et l'intelligence de rouler et la première et la deuxième dynastie pour s'emparer de notre économie. La première dynastie par l'entremise bien sûr du fils, prodige, en effet. Et la seconde par le biais bien sûr du frère cadet. Exact. Et on nous dit celui-là, il s'est emparé de toute notre économie, 6 000 milliards. Je n'ose pas croire que ceci est quand même vrai, parce que dans ce cas, c'est la plus grosse insulte qu'on ait fait à notre République. Que les gens se comportent de façon aussi pernicieuse. La légèreté avec laquelle on a traité les enjeux économiques du pays. Nous allons y revenir. Parlons maintenant de la forme de cet ouvrage. M. Diop, cet ouvrage, la couverture surtout, nous avons vu que vous y avez mis les couleurs du Sénégal, la carte du Sénégal, mais surtout une couronne au milieu de la carte. Pourquoi cette couronne? Qu'est-ce que cela symbolise selon vous? Évidemment, il ne faut pas aller voir ailleurs. L'action se déroule au Sénégal. C'est le théâtre des opérations. Nous avons une république, malheureusement, au fil du temps, depuis la naissance de la république, une monarchie est venue se greffer, bien sûr, sur la république. Il y a eu une complicité tacite des factions dominantes, l'alliance du politique, du culte et de l'occulte, qui sont emparées, bien sûr, de la république. Actuellement, tout fonctionne selon les préceptes de la monarchie. Je crois pouvoir dire que en dehors des élections, le citoyen est pris bien sûr dans l'étau de, comment dirais-je, de la monarchie. Donc le citoyen souverain se trouve confiné au rang de simple, j'ose pas dire de simple bonnet, parce que du fait bien sûr de l'enchevêtrement. Voilà, très bien. Donc sa souveraineté est confisquée. L'instant électoral et le... Pourtant, souvent, l'on parle de souveraineté populaire, la souveraineté du peuple. Ils disent même que dans cette élection, c'est le peuple qui s'est exprimé à travers les urnes. Le peuple est devenu malheureusement ce souverain captif de notre démocratie. Donc, le peuple vote pour élire des dirigeants, mais passé l'élection, les dirigeants se comportent en véritables monarques. Ils règnent avec leur équipe, ils règnent avec leurs alliés et leurs obligés. Et font valoir bien sûr leurs lois et leurs droits, au détriment bien sûr de ceux du peuple.
Pourtant, nous sommes dans une république et lorsque l'on parle de république, on parle des institutions, naturellement. Lorsque l'on parle d'institutions, bien sûr, on parle également d'un état de droit. Nous avons vu qu'il y a des organes aujourd'hui de contrôle, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de braderie de nos ressources. Aujourd'hui, nous avons vu des organes comme OFNAC, vous les avez cités dans cet ouvrage. Des organes comme l'IGE, vous les avez cités dans cet ouvrage. Aujourd'hui, quels doivent être les rôles de ces différents organes suscités? Mais théoriquement, nous avons tout l'arsenal pour venir à bout, bien sûr, de la malgouvernance. Nous avons l'IGE, nous avons l'OFNAC, nous avons tous les corps de contrôle. En effet. Même la Cour des comptes et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, dans la façon de traiter ces organes de contrôle, il y a eu une certaine aliénation par l'autorité centrale qui en fait ses dépendances. À partir de ce moment, donc, le pouvoir de contrôle est plus ou moins biaisé. Ces organes de contrôle, même s'ils font du bon travail, ben, le travail n'est pas exploité. Parce qu'il devrait y avoir la possibilité de saisir directement, bien sûr, du pouvoir judiciaire. Justement, vous avez... Il n'y a pas d'interférence, bien sûr, dans ce choix. Justement, pour étoffer ce que vous dites, vous avez cité le rapport de l'OFNAC. Vous dites que le rapport de l'OFNAC indique qu'un directeur, le directeur du COUD, bien sûr, recrute abusivement 400 jeunes, dont 150 issus de sa localité politique. Aujourd'hui, il y a une dénonciation faite suivant un rapport de l'OFNAC, mais nous voyons de plus en plus qu'il y a aujourd'hui une politisation de l'administration sénégalaise. Or, cette administration était, jusqu'à une époque peut-être récente, le regroupement des technocrates, des gens qui ont été formatés pour servir l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons réellement? Mais l'administration, c'est véritablement le levier essentiel de notre République. Quand on commence à politiser l'administration, s'ensuit une certaine vulnérabilité qui précipitera certainement au bout du compte le déclin de la République. Exact. Quand les fonctionnaires de l'administration territoriale dépendent tous, voilà, du pouvoir exécutif qui exécute ses ordres, voyez, et des ordres manifestement illégaux et injustes, quand il y a de quoi se faire peur. Quand, par exemple, l'institution chargée d'organiser les élections est à 100%, bien sûr, à la dépendance, bien sûr, du pouvoir exécutif, on se dit quelque part que dans cette République, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas dans le sens, bien sûr, d'une République. Mais tout est organisé, tout est fait à dessein pour servir les envies, bien sûr, du monarque président. Alors, lorsque l'on parle de République également, on pense à la justice, à son équilibre, la balance que représente la justice, par l'équilibre qu'elle devrait incarner. Vous dites, quand on parle de l'indépendance de la justice, c'est la capacité à fonctionner à l'abri de toute ingérence venant d'un quelconque pouvoir et surtout du pouvoir politique. Et ça, malheureusement, nous avons fait un colloque et des journées d'études entre magistrats et la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est que les principes qui garantissent cette indépendance ne sont pas opérationnels. Il ne faudrait pas que le pouvoir politique se donne les moyens d'affecter un magistrat à sa guise parce que, si c'est le cas, un magistrat qui va prendre des décisions défavorables au régime peut être affecté par mesure de représailles et finalement ça va créer une sorte de psychose. Nous avons vu, il n'y a même pas longtemps, l'Union des magistrats du Sénégal déplorer l'immixtion de l'exécutif dans le fonctionnement du système judiciaire. Vous, aujourd'hui, vous venez l'étoffer à travers votre ouvrage, dans cet ouvrage que vous avez intitulé « Une monarchie au cœur de la République ». Monsieur Diop, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que dans cette République que constitue le Sénégal, la justice, à travers votre ouvrage, vous l'avez dénoncé bien sûr, est-ce que vous avez l'impression que la justice est en train de faire son rôle en tant que citoyen? Il faut avoir le courage des mots pour déplorer, bien sûr, la dépendance de la justice et de l'autorité exécutive. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret de professionnel. Donc, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est un secret de professionnel, disons. Donc, tout le monde sait effectivement que le pouvoir judiciaire au Sénégal est dépendant, bien sûr, de l'exécutif, qui exécute, bien sûr, ses envies, ses ordres et ses désirs. Ça, tout le monde le sait. Alors, de façon voilée ou de façon publique, mais on sait pertinemment que la justice est aux ordres de l'exécutif dans ce pays. Et malheureusement, ça fragilise ce pays. Parce que quand
par exemple, le petit gitan est venu rouler toute la République, s'il y avait la séparation véritable des pouvoirs, avec des institutions qui fonctionnent normalement, il n'y aurait pas eu tout cela. Si véritablement l'IGE avait la possibilité de faire valoir son rapport autrement, ou de transcender bien sûr ce refus d'exploitation, et que l'Assemblée nationale ait le pouvoir de contrôle sur nos deniers publics, et que le procureur ait le pouvoir de saisir directement bien sûr des questions essentielles, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce qu'on a choisi délibérément de fragiliser toutes nos institutions pour consacrer un seul homme, le maître du ciel et de la terre, qui règne sur tout un peuple, qui fait peser ses envies et désirs, qui fait régner sa dynastie. Je dis bien qu'on est dans la deuxième dynastie. Alors, dans ce cas, M. Diop, n'est-il pas que l'on s'interroge sur notre système d'élection, sur l'hyper-présidentialisme, parce que souvent, l'on dit qu'au Sénégal, il y a un hyper-présidentialisme. Il y en a même qui disent que ce que ne peut pas faire le président, c'est faire renaître, ressusciter un mort, mais au-delà de ça, un président de la République, au Sénégal, surtout dans nos pays, à travers les pouvoirs qui lui sont confiés et qu'il s'est confiné, il peut tout faire. Ben, il nomme à tous les emplois civils et militaires. Donc, tout obéit à sa seule volonté. Il décide de tout, quand il le veut et pour qui il le veut. Des gens irresponsables sont nommés, des incompétents sont nommés à des postes de responsabilité. Nous n'avons pas besoin qu'on satisfasse la clientèle électorale. Nous avons besoin qu'on gère ce pays de main de maître en promouvant bien sûr l'intelligence dans ce pays. Parce qu'il y a des hommes de valeur qui ont la possibilité d'exceller dans le domaine où ils sont. Exact. Mais malheureusement, ils ne sont pas à la station. C'est des sortes de récompenses politiques qu'on distribue. Ça, dans une république qui a eu peut-être 60 ans de retard, ce n'est peut-être la voie à suivre. Ce qu'il nous faut, c'est récompenser le mérite. La méritocratie. La méritocratie a la particularité, effectivement, de consacrer, bien sûr, l'intelligence. Mais si on agit en dehors, bien sûr, du mérite, c'est le favoritisme. Et ça mène tout droit vers le délitement de la République. N'y a-t-il pas une certaine gérontocratie au cœur de la République? Mais absolument, même le mode de recrutement, voyez, tout ne passe pas par la fonction publique. Donc, il suffit d'être parrainé par un oncle, une tante, voilà, et pour accéder, bien sûr, pour espérer avoir un emploi. Vous allez dans l'administration économique ou dans tous ces trucs, mais ceux qui sont promus, c'est les enfants d'eux, etc. Ceux qui ont la possibilité d'être parrainés. Ce qui s'est passé au port de Dakar, mais c'est un scandale. On nous a dit liste de première dame, liste d'une ancienne première ministre, liste du griot du prince, liste de, etc. Mais ce n'est pas une république. Une république doit pouvoir défendre et promouvoir tous ses fils qui sont d'égale dignité. À la page 65, vous nous dites « République et démocratie sous séquestre ». Lorsque l'on lit cet ouvrage, je dois l'avouer, parfois on a tendance, à travers les mots, à travers l'accélération des phrases et la succession des faits, que le pouls du lecteur s'accélère, s'apaise, s'arrête et s'accélère à nouveau. Tellement, c'est les patriotes bien sûr, tellement les faits que vous relatez sont graves et extrêmement graves, à telle enseigne qu'on peut s'interroger et se demander si réellement nous sommes dans une république. Mais vous venez d'y répondre, mais pourtant le Sénégal aujourd'hui est compté, en tout cas au niveau international. C'est le discours que l'on tient toujours, que le Sénégal est une grande démocratie. Est-ce que de tels faits peuvent alimenter la culture démocratique du Sénégal? Oui, mais si on se limite à une démocratie des urnes, cette démocratie électoraliste, tout permet de le dire. Mais la démocratie, c'est une pratique quotidienne. Je prends un fait majeur. On a alloué aux femmes déshéritées, quoi, 25 000 francs par trimestre. Ça fait 100 000 francs par an, exact. Ou 300 000. De l'autre côté, 100 000 par an. Oui. De l'autre côté, on donne 500 000 par mois, soit l'équivalent de 6 millions de francs CFA à des femmes, des magistrats et des diplomates occupés à tourner les pouces ou à faire des emplettes, bien sûr, dans les capitales européennes. Et de ça, personne n'en parle. Vous parlez des femmes des ambassadeurs. Absolument, personne n'en parle. Mais les autres femmes qui reçoivent 100 000 francs, mais c'est un mobile politique. On en parle sur toutes les ondes des radios, sur
Les plateaux de télévision, c'est ce qu'on exhibe fièrement pour dire, tenez, on donne 100 000 francs à ces femmes-là. Or, moi, je dois pouvoir dire que s'il y a une catégorie qui devrait être aidée, ce sont ces femmes-là. Il leur a fallu leur faire bénéficier de formations, de subventions, de prêts, etc., d'accès au crédit. Je crois que c'est la meilleure façon de réserver la pauvreté. Mais on donne à ceux qui ont tout, qui ne sont pas malheureux, 6 millions de francs par an. Aux autres, on donne 100 000 francs et on en parle partout. Voilà une injustice. Voilà une injustice criarde. Il faut remédier à ça. Ce n'est pas une politique sociale. Ce n'est pas du tout une politique sociale, mais c'est pour masquer effectivement tout ce qu'on fait. C'est pour masquer la malgouvernance, c'est pour masquer bien sûr la prévarication, c'est pour masquer tout ce qu'on fait de part et d'autre. Pourtant, M. Diop, parallèlement, peut-être à des degrés moindres, à des appréciations, selon les appréciations, devrais-je dire, beaucoup disent que ce que nous sommes en train de voir dans ce pays, à travers les infrastructures construites, notamment le TER, à travers les multiples projets qu'a mis l'État, à travers le PRODAC, à travers le PUMA, à travers le PUDC, beaucoup disent qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une logique d'émergence et que peut-être même les jeunes trouveront appétit à l'emploi d'ici peu. Est-ce que vous partagez cette opinion avec ces gens? Vous savez, les mots savent tout dire. Mais il y a une béance entre les mots et les actes. En effet. Particulièrement au Sénégal. Parce que ce à quoi on assiste, c'est une débauche de littérature politique. On dit tout et n'importe quoi. Mais l'émergence, c'est autre chose. L'émergence, si je devais définir, c'est un état de structuration des leviers qui prédisposent au développement. Mais qu'est-ce qui est structuré? L'agriculture, on n'en parle pas. On nous dit 1 million de tonnes. Mais quand on produit 1 million de tonnes, l'arachide n'est pas acheté. Il y a une mévente totale, où il y a des bons qui ne sont pas payés. On ouvre les frontières, on nous importe bien sûr de l'huile de soja, de tournesol ou que sais-je encore. Mais un État responsable ferme les frontières, on triture la graine, on a de l'huile et tout le monde consomme l'huile. C'est comme ça qu'on rend service aux paysans sénégalais. Mais on ne le fait pas. Il ne faut pas s'étonner que ce soit les autres qui viennent acheter l'arachide. Moi, j'ai fait les supermarchés en Europe, mais l'huile la plus chère, c'est l'huile d'arachide. Quand vous achetez le tournesol à 1 euro, vous achetez le maïs à 1,50 €, l'huile d'arachide coûte 3,80 €. Pourtant, nous en produisons en abondance. Absolument. Et l'huile qu'on consomme, moi j'aimerais bien qu'on nous dise que l'analyse a conclu c'est propre à la consommation ou pas. De toute façon, il y a plein de maladies mystérieuses qui se développent au Sénégal. Je crois que d'autres sont mieux habilités que moi pour en parler. Donc, sur le plan de l'agriculture, c'est un fiasco. Je prends maintenant le TER. Moi, le train que je veux, c'est un train national. Je ne veux pas de train régional. Le train, c'est un train express régional. Moi, je veux un train national. Un train national, une liaison Dakar-Saint-Louis jusqu'au Fouta, une liaison Dakar-Kaolack-Touba jusqu'en Casamance, et un train toutes les heures qui quitte Mbour, qui arrive à Dakar, bien sûr, là où il n'y a jamais eu de C'est ce que nous voyons dans certains pays, notamment de la sorte maintenant, avec 1200 milliards qu'on nous annonce, j'aurais eu un minimum de 100 gares au Sénégal. Mais dans chaque gare, les emplois formels et informels, 3000 par 100 gares, ça fait 300 000 emplois. Rien que ça constitue un programme. Et ensuite, maintenant, c'est le désenclavement du pays. Des trains de marchandises, des trains de passagers. C'est comme ça qu'on développe un pays. Mais on ne va pas me dire sur 38 km, on a mis 1200 milliards, un train qui va nulle part, parce qu'au niveau de Diamniadio, il n'y a pas de gare. Et ensuite, au départ de Dakar également, c'est une vieille gare de province de 1903-1908 qu'on a rafistolée. Les gares modernes, vous les avez vues en Europe. Exact. Vous trouvez tous les corps de métier dans ces gares. Il pouvait y avoir, en bousculant un peu le théâtre, ici, le monument, ici, là, en récupérant des terres, construire une gare moderne où il peut y avoir, par exemple, des milliers d'emplois. Alors, on doit pouvoir tout faire à l'intérieur de la gare de Dakar, surtout que c'est une capitale. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a juste mis quelques barrières, quelques grilles, on a rafistolé la vieille gare de 1903. Mais ça, c'est à l'époque où Dakar comptait 8 et 10 000 habitants. Aujourd'hui, Dakar et sa conurbation, c'est des millions d'habitants. On méritait autre chose que cette gare-là.
J'ai vu également ce qu'on a fait à Colobane, mais c'est des hangars où on a mis des murs devant. Ça, c'est pas des gares, ça. Il faut des gares modernes. Puisqu'on s'est permis le luxe d'engager une dépense aussi onéreuse, on aurait pu y voir la contrepartie, bien sûr, de notre monnaie. Avoir des gares responsables, de véritables gares, comme ça se passe partout, des gares modernes. Malgré tout, cependant, vous caressez l'espoir qu'il fera jour un jour. Mais naturellement, parce que vous savez aussi, il y a des patriotes dans ce pays, quoi qu'on dise. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à se battre, il y a des gens qui sont prêts à servir leur pays, il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser contre l'injustice. Il y a aussi une jeunesse dynamique qui ne demande qu'à saisir sa chance. Il y a aussi des femmes qui ont compris effectivement que l'heure n'est plus, bien sûr, à cantonner dans leur foyer, mais il faut sortir de ce cadre-là pour s'épanouir. Je crois que les conditions sont favorables. Il nous reste juste d'avoir les dirigeants qui sachent saisir la balle au rebond et essayer quand même d'orienter la volonté du peuple vers ce développement. Là, si on revient au sujet premier, c'est-à-dire sur aujourd'hui la politisation de l'administration telle que nous en avons parlé. Aujourd'hui, ceux qui sont formés en tant qu'administrateurs et qui se laissent dominer et qui acceptent de jouer le sale rôle, ces gens-là, est-ce que réellement aujourd'hui la grande question n'est pas de repenser la formation des administrateurs, deuxièmement de se demander et de repenser notre citoyenneté, parce que nous voyons que parfois aussi il s'agit, c'est un problème de personne en fait, de personnalité, de caractère, de comportement et d'éducation qui fait souvent qu'on se laisse faire, qu'on se laisse aller, qu'on fait n'importe quoi et qu'on accepte vraiment d'être le dindon de la farce. Un grand pays, c'est un pays qui a des institutions fortes, qui sont interdépendantes, mais qui sont autonomes. En effet. Se complètent. Un grand pays, c'est une administration forte. J'aime souvent évoquer le cas de la Belgique, un pays que j'aime très bien du fait de son modèle social, économique et culturel. En 2010 et 2011, il y a eu une crise institutionnelle. Il n'y avait plus de gouvernement pendant 500 et quelques jours. Mais le pays fonctionnait merveilleusement bien, parce qu'il y avait les cadres. Il y avait le support. Les bras séculiers de l'État. Naturellement, parce qu'il y avait une administration très forte. Que les gens, ils ne le sentaient pas. Quand vous êtes visiteur dans ce pays, vous ne sentez pas qu'il n'y a pas de gouvernement. Juste un gouvernement des affaires courantes. Et rien n'a changé, tout fonctionnait merveilleusement bien. Jusqu'au jour où, effectivement, la crise institutionnelle a été surmontée. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait une crise institutionnelle au Sénégal, ne fût-ce par exemple d'un mois? C'est l'éclatement. Alors, c'est la débandade. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est le désarçonnement de l'État. Oui, je crois que l'économie en pâtirait terriblement. Voilà, maintenant... Et ça, pour l'avoir, il faut former les agents de l'administration, les rendre autonomes. Exact. Leur conférer les moyens d'exister légalement et de faire face, bien sûr, à tout ce qui est injustice, à tout ce qui est, comment dirais-je, complot, ou bien encore basse besoin qu'on leur fait exécuter. Madame, Monsieur, chers internautes, vous êtes bien dans votre émission 4e de couverture avec Rawane Diop. Je vais tout juste vous lire quelques parties de la 4e de couverture. Vous dites que le pouvoir a érigé une nouvelle classe dominante, formée de politiques, d'auxiliaires de justice, d'affairistes malfamés, de religieux corrompus, d'intellectuels paresseux cherchant des raccourcis, de grands commis de l'État, milliardaires complices, de fonctionnaires vendus, de partisans corrompus, de médias souteneurs, toute une classe d'hommes d'affaires vivant de business cahiers sur les fonds publics. Tout leur est acquis dans la paresse, l'oisiveté et l'appétit gargantuesque, tirant la roue de la fortune à leur compte sans répit ni satiété, s'enrichissant à tour de bras 1 milliard dans une parfaite complicité réciproque. Monsieur Diop, malgré tout, vous avez espoir? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Sénégal puisse retrouver son équilibre institutionnel et républicain? Prendre conscience d'abord que l'heure de la rupture a sonné et personne ne nous délivrera. C'est à nos peuples de savoir prendre nos responsabilités et effectivement d'aller dans le bon sens. Refuser tout ce qui est injustice. Voyez, ce pays, on ne va jamais le casser parce que c'est notre bijou. Nous l'avons acquis, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Nous voulons le rendre meilleur, l'embellir, le rendre vivable. Ça, pour le faire, nous avons besoin effectivement que le droit soit la source dans ce pays.
la référence principale. Pourtant, nous avons de très bons textes, dit-on. Absolument, mais une société qui ne rend pas justice. Mais c'est une société qui est appelée à se déliter. Un pays où tout se négocie. On négocie la loi, où il y a des gens qui peuvent acheter la loi, et il y a ceux sur qui la loi ne fonctionne jamais. Ça ne peut pas exister. Un pays s'équilibre par la morale ou par les lois. Par la morale, parce que la société a organisé la vie, ou bien par la religion, parce que les gens croient à quelque chose. Voyez, par l'école, par la famille, on acquiert les valeurs. Mais tout ceci vient à manquer, mais il reste à l'autorité suprême de faire régner la loi. La loi les oblige, bien sûr, à respecter son prochain, à respecter les biens publics, à avoir un comportement irresponsable. Mais malheureusement, dans ce pays, la loi n'existe pas. La loi n'existe pas, on négocie tout. Tout on négocie. Par moments, les gens me disent, on veut rétablir la peine de mort. Je dis chiche, la peine de mort. Mais j'aime bien poser cette question. Est-ce que si c'est le fils du président de la République, on va couper sa tête? Est-ce que si c'est le fils du président de l'Assemblée, on coupera sa tête? Est-ce que c'est des fils des califes généraux, on coupera sa tête? Tout le monde sait que non. Donc ça ne sert à rien. Les plus misérables, oui, on va leur couper la tête. Non. Il faut commencer par rétablir l'équilibre, faire fonctionner les textes de loi, être irréprochable sur ce plan-là. Parce que sans état de droit, il n'y a pas d'état. C'est la base. L'économie, c'est quelque chose que l'on peut construire sur 5 à 10 ans, si on a de bons dirigeants. Mais s'il n'y a pas de loi, il n'y aura plus de pays. Et actuellement, c'est ça. On assiste à ça. Le pays, par exemple, vous voyez, le code de la route, personne ne respecte. Or, il y a bien moyen de le faire. Je vais donner 2 exemples. Lesquels? Je prends d'abord le permis de conduire, le comportement des routiers. Mais vous allez solliciter l'armée nationale. Moi, j'ai appris à conduire au bataillon des trains. Il y a de formidables instructeurs. Mais s'ils ont commis des trucs, des fautes techniques ou des comportements répréhensibles, mais qu'on mette le permis sous commission, qu'ils aillent payer 58 000 francs à l'armée, suivre un cours, un stage d'une semaine, mais ils ont payé 50 000, ils ont perdu du temps pour une semaine, ils ont l'attestation, ils viennent récupérer leur permis. Là également, il y a une autre question qui constitue la corruption de machin. Vous savez ce que je dis quand même. Aujourd'hui, nous avons vu que les forces de l'ordre qui sont sur les routes, parfois, pour rien, vous donnez quelque chose et vous passez. Mais je n'ose pas dire qu'avec l'armée, ça se passera comme ça, surtout que ça leur permettra de gagner beaucoup d'argent par jour. Vous voyez par exemple, tous ceux qui construisent, le déblai, le gravat, ils les jettent dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il faut? Créer une société où travaillent 500 personnes. Allez à Loucagne, vous mettez les machines qu'il faut et les engins. Il faut payer à tous ces camionneurs 10 000 francs pour que le déblai soit transposé dans la zone. Vous voyez, à partir de ce moment, les rues seront propres, il y aura de l'emploi pour les jeunes. C'est une société qui peut accueillir 500 à 1000 camions par jour. Les idées ne manquent pas. Mais il faut savoir prendre le taureau par le bon bout. Les corps, bien sûr. Bien sûr, naturellement. Monsieur Diop, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Vraiment, merci beaucoup d'accepter cette invitation. Ben, je l'ai accepté parce que, vous voyez, je sors d'une grippe terrible qui m'a mis au lit. Et puis, c'est un mois, c'est aussitôt après le ramadan. Maintenant, je m'en sors un peu. Vous voyez bien que je radote, mais c'est normal. Il ne fallait pas manquer à l'invitation parce que quand c'est l'harmattan, quand c'est M. Zengan, M. Top, c'est avec un immense plaisir que je viens répondre à l'invitation. Vous le voyez sans doute, on se tutoie parce que tout simplement, M. Diop croit à des valeurs que nous partageons. Madame, Monsieur, le peuple se débat, dit-il, en captif dans son univers, môme à l'horizon bouché. Un peuple lié à ses bourreaux, tel le forçat à la chaîne. Le clan politique est reclus dans ses habitudes usant de méthodes archaïques, improductive, prête à mourir dans son impénitence. Maintenant, malencontreusement, le peuple dans l'indigence totale, la misère quotidienne qui dure et qui dure. Les rideaux se ferment sur ce triste spectacle. Je continue, hélas, de méditer dans le tumulte de cette longue nuit ténébreuse le sort de la République. C'est toujours M. Diop, mais il conclut par: j'entrevois l'étendue du désastre, le potentiel immense, mais encore et surtout l'amateurisme et l'impréparation aux dures réalités du pouvoir, la naïveté, la compromission et l'indécente cupidité des acteurs qui s'agitent autour. Mais je caresse l'espoir qu'il fera jour. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi
cette émission et à la prochaine.